Bon, le titre est un peu général. Bon, et d'ailleurs, c'est pas celui qui est sur le transport. Non, mais c'est pareil, hein. C'est polysémique. Hein. Je vais plutôt essayer de vous convaincre de l'utilité de deux modèles très particuliers en économie, hyper simples, hyper basiques, et donc que ces modèles-là nous disent des choses extrêmement importantes concernant le développement durable aujourd'hui. Alors, c'est des modèles extrêmement abstraits, et précisément, c'est à mon sens ça qui fait leur intérêt. Pour illustrer un peu ce point de vue, je vais commencer par une remarque préliminaire. L'énergie n'existe pas. D'ailleurs, comme le développement durable. Je ne sais pas si vous pensez qu'on est dans un mode de développement durable, c'est absolument pas le cas. Mais donc, l'énergie n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des formes phénoménales sous lesquelles l'énergie se manifeste. L'énergie électrique, ça existe. L'énergie mécanique, ça existe. La chaleur, ça existe. L'énergie nucléaire, ça existe. Mais l'énergie, c'est un concept purement abstrait qui a été inventé par Laplace, Hamilton, Maxwell au XIXe siècle et qui a donné un sens aux manifestations de l'énergie qui jusqu'à présent paraissaient comme des choses différentes les unes des autres. Ça a unifié précisément ces manifestations qui apparaissaient comme différentes. Et du coup, ça a permis à l'homme un pouvoir de transformation de la nature absolument phénoménal. À partir du moment où on a compris que les formes d'énergie étaient finalement des manifestations du même phénomène physique fondamental, eh bien, on a eu un pouvoir de transformation de la nature, pour d'ailleurs, avec des conséquences dont certaines s'appellent bombes atomiques, Fukushima ou d'autres, qui peuvent être jugées tout à fait désagréables. Mais en attendant, on a eu effectivement un moyen réellement transformateur qui a été permis, pourquoi ? Qui a été permis par l'invention d'un concept purement abstrait. Donc l'abstraction, c'est fondamental pour changer les choses. Quand on essaye d'aborder un problème, c'est pas en allant vers le recours au concret qu'on le résout, c'est au contraire en allant vers l'abstraction la plus forte. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'abstraction qui se cache derrière les modèles que je vais vous présenter rapidement délivre des messages tout à fait fondamentaux par rapport aux questions qui nous préoccupent concernant le développement durable. Alors ces modèles, ils traitent de façon extrêmement basique d'une approche économique qui essaye de se poser la question des rapports entre la croissance et l'environnement et plus précisément quel sens on peut donner au développement durable dans ces modèles qui apparaissent du fait de nouvelles contraintes environnementales qui n'étaient pas prises en compte au début de l'économie, au début de la révolution industrielle. René Vassel l'expliquait ce matin, les contraintes environnementales, la nature chez les économistes classiques n'existait pas. La nature était gratuite, accessible à tous et était inépuisable. Les contraintes ont commencé à apparaître fort tardivement, finalement. C'est vraiment depuis des années 70, en gros 1970, que les contraintes sont apparues de façon très très forte et que les débats sur le développement durable ont réellement commencé. Alors, comment, dans un certain champ, on a commencé à essayer d'aborder ces problèmes ? Alors, le modèle le plus standard possible, qui met l'accent sur, à mon avis, le problème le plus essentiel, c'est le modèle de cake eating. C'est quoi ? C'est le partage du gâteau. C'est quoi le modèle partage du gâteau ? C'est ça. C'est hyper abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vous donne une société qui tire de l'utilité. Je mets derrière l'utilité le sens le plus basique possible. Je ne parle pas d'utilité au sens nécessairement néoclassique. Hein. L'utilité, c'est l'usage qu'on fait d'un certain type de ressources. Donc, ici, c'est quoi ma ressource ? C'est une ressource épuisable. C'est la deuxième ligne. La deuxième ligne vous dit que vous avez un stock de ressources fixe. Ça, c'est la dernière ligne qui vous dit que le stock est fini. S0 égale S0, c'est fixé. Il y a un stock de ressources fini. Et la deuxième ligne vous dit que ce stock de ressources, vous ne pouvez que le réduire. Si vous utilisez la ressource, le stock, S point, c'est la variation du stock, le stock diminue. Donc C, c'est l'extraction de la ressource à la date T. C'est la quantité de ressources que vous utilisez pour la date T. Cette extraction de ressources, donc vous avez un gâteau, c'est pour ça que ça s'appelle cake eating. Le gâteau, c'est la ressource en quantité S0. Et ce gâteau, il s'agit de le partager à travers des générations. Comme je suis très généreux, je considère que les générations, elles existent jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire que je ne donne pas une date finale à partir de laquelle les générations d'après ne m'intéressent pas. Donc c'est de 0 à l'infini. 3 milliards d'années pour Terre, hein, puisque dans 3 milliards d'années, le Soleil bouffera la Terre à travers son explosion propre. Donc on a 3 milliards d'années devant nous, donc 0 à l'infini. À une date T, il y a une génération. Cette génération utilise une partie du stock de ressources.
Et elle en tire de l'utilité en un sens hyper général, hyper abstrait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a du pétrole et qu'elle elle fait rouler des voitures, elle fabrique des engrais, elle fabrique du plastique, etc., etc. Bon, 80% de notre consommation d'aujourd'hui d'énergie, c'est des ressources fossiles. Donc voilà, on est dans ce modèle-là. On est dans un modèle où on utilise un stock fini de ressources et il s'agit de le partager à travers des générations. C'est la contrainte la plus forte, évidemment. Les contraintes liées à des énergies renouvelables, à des ressources renouvelables, la solution est très simple. René Passel l'a donné ce matin, il suffit de ne pas en utiliser plus que le niveau de reproduction propre de la ressource. Donc on n'arrive même pas à le faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On utilise trop de poissons, trop d'arbres, etc. Mais c'est pas un problème économique, c'est un problème de coopération politique, de coordination d'action au niveau des États, etc. Bon, il est très mal résolu, mais la solution est très simple. Par contre, un problème de ressources épuisables, il y a un vrai problème, parce que si vous dépendez fondamentalement d'une ressource épuisable, comment faire le jour où vous n'en aurez pas? Donc il y a un problème de partage de gâteau. Et ce modèle explique ça, explique le partage de gâteau. Alors donc, à une date T, il y a une génération. Donc c'est le monde entier, je ne fais pas de différence entre les États, etc. Derrière, il y a aussi du social. On disait tout à l'heure, les économistes ne s'occupent pas du social. Je mets derrière U de ces deux T tout ce que vous voulez. Des préoccupations environnementales, des préoccupations sociales. Ça procure de l'utilité à travers du lien social aussi, à travers des inégalités qu'on essaye d'améliorer, de réduire, etc., etc. Je ne me préoccupe pas de ça. On peut décomposer, bien sûr. On peut créer des modèles sectoriels, on peut mettre de la production, on peut utiliser la ressource. Ici, je bouffe le pétrole. Bon, ça paraît pas possible, mais je peux utiliser le pétrole comme un moyen de production, etc. Bon, je peux compliquer le modèle et mettre des couches et des couches et des couches. Évidemment, ça s'est fait plein de fois. Le message général ne change fondamentalement pas. Donc, ce modèle explique le message fondamentalement primaire qui en sort. Quelles contraintes pose pour nous l'existence d'une ressource épuisable dont on tire la majorité de notre bien-être? Bon. Qu'est-ce que ça dit, la solution de ce machin-là? Alors, avant, évidemment, il y a des hypothèses. Quelles sont les hypothèses? Je reviendrai tout à l'heure sur le sens des hypothèses. Les hypothèses classiques qui sont faites sur ce modèle, c'est qu'un U est croissante. Donc, plus vous consommez, plus vous avez de l'utilité. Elle est strictement concave, c'est-à-dire que cette utilité augmente certes avec la consommation, mais de moins en moins. Donc, il y a un phénomène de saturation. Une condition extrêmement importante, dont on verra qu'elle a un sens tout à fait clair, U', c'est ce qu'on appelle une condition d'Inada, U'0 est égal à plus infini. C'est-à-dire que l'utilité marginale de la consommation quand vous consommez rien, eh bien, est extrêmement forte, ce qui veut dire que dès qu'on vous donne un petit epsilon et que au moment où vous avez 0, vous avez d'un seul coup une augmentation d'utilité absolument phénoménale. Cette hypothèse est cruciale parce qu'elle implique, d'un point de vue technique, que la consommation à chaque génération sera toujours strictement positive. Alors du coup, je ne sais pas si vous voyez le problème, mais si vous consommez de façon strictement positive à chaque génération et que vous avez un stock fini, ça pose un petit problème. Bon. Deuxième condition, mais ça, troisième condition, j'insiste pas, à l'infini, l'utilité marginale est nulle, c'est-à-dire que vous avez atteint le degré de saturation. Bon, ça c'est une hypothèse finalement dont je ne vais pas te commenter. Alors que dit la solution de ce modèle? C'est très simple. Excusez-moi, je reviens 2 secondes en arrière. Les générations ont un poids qu'on appelle l'actualisation, c'est le puissance moins delta t, qui fait que les générations, plus elles sont éloignées, moins elles comptent. Bon, alors vous me direz, est-ce que je dis pas que c'est juste ou c'est pas juste. Je dis que c'est la situation actuelle. Je dis qu'aujourd'hui, je ne connais pas de société qui n'a pas un taux d'actualisation nul. Tous les taux d'actualisation aujourd'hui sont positifs. On raisonne d'abord pour nous, et puis après, on voit ce qui se passe pour le futur. Donc, ça correspond assez bien à une situation assez raisonnable. Donc c'est un poids qui évidemment privilégie les générations les plus proches. Alors que dit le modèle? Il dit bon, d'abord, s'il n'y a pas d'actualisation, il n'y a pas de solution. Bon. Donc on ne peut pas partager le gâteau à travers ça, on ne peut pas trouver de solution. Pour avoir une solution, il faut qu'il y ait un taux d'actualisation. Donc déjà, il faut être inégal entre générations, il faut privilégier les générations les plus proches. Et quelle est la solution? Eh bien, on épuise la ressource. Alors on épuise la ressource d'une certaine manière. En gros, l'utilité marginale est constante en valeur actuelle, c'est la règle d'Hotelling classique qui vous dit comment, de façon optimale, utiliser le mieux possible le gâteau. Bon. Donc, solution, plus de gâteau, à la fin. Ok? Alors, du coup, c'est pas satisfaisant. Du coup, on se dit, mais ça va pas, là-dedans, on tient pas compte de l'environnement, on tient pas compte de... La ressource, c'est un moyen de production, c'est un truc qui ne sert qu'à consommer. En réalité, la nature, il y a d'autres valeurs. Il n'y a pas que l'usage propre de la nature pour elle-même. Il y a la nature en elle-même, il y a les valeurs d'existence de la nature. Et donc, comment tenir compte du fait que la nature en tant que telle, sans passer dans un processus productif quelconque, produit de l'utilité, produit du bien-être. Donc, moi, je suis un écologiste, John Muir, on conserve la nature. Donc, du coup, j'introduis dans mon utilité non plus seulement la consommation, le fait que j'utilise du stock pour le bouffer,
mais le fait que s'il y a du stock aussi, il y a un arbitrage, il y a du stock présent, ça me procure aussi de l'utilité. Donc du coup, j'ai un arbitrage entre soit je consomme, soit je conserve mon stock et puis je l'observe de façon béate en disant je suis content, il y a des beaux arbres et je suis satisfait de cette situation. Autrement, le modèle est le même. Le modèle est strictement le même, et donc la même contrainte, c'est une ressource épuisable. La consommation est forcément positive ou nulle, et on a un stock fini. Bon. Quelle est la solution de ce modèle? Alors là aussi, ça dépend des hypothèses. Si vous faites l'hypothèse que l'utilité marginale de la consommation, en zéro, quelle que soit la valeur du stock, est égale à un plus l'infini comme dans le modèle précédent, alors vous avez de nouveau la même solution, à savoir que vous allez épuiser la totalité du stock. Bon. Je reviendrai sur l'interprétation de ces conditions-là. Deuxième possibilité, si je veux donc changer de système, si je ne veux pas bouffer tout le stock, donc si je veux avoir quelque chose de durable, parce que bouffer tout le stock, ça veut dire que c'est plus durable. Le seul truc qui peut être durable dans ce machin-là, c'est soit vous avez de l'utilité constante, soit vous gardez de la ressource constante, c'est tout. Soit vous avez une consommation constante. Les modèles précédents me disent qu'il n'y a rien de tout ça qui peut rester constant. L'utilité décroît, la consommation décroît, le stock décroît. Donc rien de durable là-dedans. Dans le modèle que je viens de vous présenter, c'est pas durable non plus si U' de 0 égale plus infini. C'est la même solution. Donc si on veut qu'il y ait quelque chose de durable, il faut que U' de 0 soit plus petit que plus infini. Alors sous cette hypothèse-là, et dans un cas pour simplifier, que j'ai supposé séparable, c'est-à-dire où la fonction d'utilité est la somme de deux fonctions séparées, où d'un côté il y a l'utilité qui vient de la consommation, de l'autre côté qui vient du stock, cette condition n'est pas gênante parce qu'on peut traiter le modèle de façon plus générale et ça ne change absolument rien au résultat, donc simplement ça permet d'expliciter plus facilement la solution. Alors il y a une solution qui consiste en une solution stationnaire, donc durable, et qui se traduit de la façon suivante: la consommation est nulle, et le stock est positif, et vérifie la condition qui est en dessous, et qui dit une chose très simple. Il vous dit que l'utilité marginale quand la consommation est nulle, donc à l'état stationnaire, doit être égale à l'utilité marginale qui est procurée par le stock sur le reste de l'horizon. C'est très simple à comprendre. La dernière unité, si vous la consommez, plutôt si vous ne la consommez pas, vous allez perdre U' de 0. Vous perdez l'utilité du fait que vous ne consommez pas cette unité. Le fait que vous ne la consommiez pas, c'est-à-dire que vous la rajoutez au stock. Donc elle vous procure une utilité due au fait que le stock procure de l'utilité. Donc elle procure U' de S. Mais cette utilité marginale procurée par le stock de la dernière unité que vous n'avez pas consommée, elle vous est procurée jusqu'à l'infini, puisque par définition, le stock, il est gardé jusqu'à la fin. Et d'où la division par delta. C'est le fait de l'actualisation de cette utilité du moment où vous arrêtez de consommer jusqu'à l'infini qui fait que vous avez cette valeur-là. Donc ça vous donne une solution stationnaire que, je résume, on ne consomme plus et on a un stock qui est égal à une constante positive, donc on a un truc durable. Bon, très bien. Alors, ça, c'est ce que dit le modèle. Là, j'invente pas, j'ai rien de personnel là-dedans, hein, je ne fais que réciter ce qu'il y a dans la littérature. Alors, ce qui est extraordinaire, bon, j'avais présenté un truc comme ça devant des collègues économistes qui m'ont dit, mais ton truc, ça va pas, absolument pas, cette consommation nulle, c'est débile, enfin, qu'est-ce que ça veut dire une consommation nulle? Alors, c'est pas moi la consommation nulle, c'est Geoffrey Hill, c'est Claude Kramer, c'est toute la littérature économique qui a traité ces bordels-là. J'ai pas inventé la consommation nulle, c'est le résultat du traitement des modèles sous les hypothèses. Bon. Alors, précisément, l'apport que j'essaye d'abord de donner, l'interprétation que j'essaye de donner, essaie de donner un sens à ces conditions. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ces résultats? À mon sens, ça veut dire la chose suivante. Le cake-eating, qu'est-ce que ça nous dit le modèle de cake-eating? Ça vous dit qu'une société qui valorise que l'usage qu'elle fait de ressources épuisables, donc qui n'a pas d'autre valeur que de tirer de l'utilité d'un stock de ressources épuisables, eh bien, elle l'épuise. Point. Et donc, il n'y a rien de durable là-dedans. Bon, ça paraît absolument banal. Ça tient à quoi? Ça tient à une hypothèse fondamentale. Ça tient à l'hypothèse que U' de 0 égale plus infini. C'est ça qui fait qu'on a une consommation strictement positive pour chaque génération. Chaque génération ne peut pas s'empêcher de consommer. C'est exactement la situation d'aujourd'hui. La consommation, c'est le but de la vie. On doit consommer pour vivre, et non pas vivre pour consommer. Donc, du coup, U' de 0 égale l'infini. Si vous ne voulez pas du durable, il faut le changer. Et c'est précisément ce qui se passe dans l'autre. On a du durable à partir du moment où U' de 0 n'est pas l'infini. Mais ça veut dire quoi, U' de 0 n'est pas l'infini? Ça veut dire que, fondamentalement, vous changez les préférences sociales. U, c'est une fonction qui représente les préférences sociales. C'est la manière dont l'utilité, dans la société, traduit la consommation sous la base d'un critère qui est sa satisfaction, son bien-être, mettez tous les mots que vous voulez derrière. C'est
la façon dont les préférences se traduisent à travers l'objet consommation. Eh bien, si vous ne changez pas les préférences sociales, et on est aujourd'hui, à mon avis, dans une société dont les préférences sociales poussent à U' de 0 égale plus infini, eh bien, vous n'aurez pas de développement durable. Donc, si on veut du développement durable, il faut, changer les préférences sociales. Mais c'est pas tout. La deuxième condition, donc, nécessité de changer les préférences sociales. Deuxième condition, c'est quoi ce C étoile égale 0 ? Alors, faut pas oublier qu'on est dans un modèle abstrait. Et dans un modèle, donc, C étoile égale 0, c'est un résultat lui-même abstrait. Or, on sait depuis Spinoza que le concept de chien n'aboie pas. Et bien, de la même façon que le concept de chien n'aboie pas, le concept de consommation ne nourrit pas. Et donc, quand on dit que C étoile égale 0, on ne fait pas référence à une consommation concrète. On fait référence à un mode de vie, à un mode de consommation. Ce qu'on appelle consommation dans ce type de modèle, c'est-à-dire le fait qu'on tire précisément de l'utilité, de l'utilisation de ressources épuisables, eh bien, effectivement, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de trouver à tirer de l'utilité de ressources épuisables. Si on n'est pas capable de faire autre chose que d'utiliser des ressources épuisables pour se procurer de l'utilité, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on n'aura pas de développement durable. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de développement durable depuis ce matin, mais il y a quand même un constat qu'il faut bien faire, c'est que ce développement durable, il n'existe absolument pas. Le mode de développement dans lequel nous sommes, là, on peut disserter à l'infini sur les 25 définitions. John Peset, qui est un économiste à la Banque mondiale, 2 ans après la définition de Brundtland, a dénombré plus de 60 définitions dans un working paper de la Banque mondiale. Donc, on peut disserter à l'infini sur ce qu'il y a derrière le mot développement durable. Ça n'a aucune importance, de toute façon, ça n'existe pas. Donc, l'important, c'est de savoir de quoi il faut discuter pour que peut-être un jour ça existe. Alors, ce que je dis et ce que disent ces modèles, c'est ce dont il faut discuter, c'est 2 choses. C'est quelles sont nos préférences sociales, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est sur Terre, et 2, le mode de consommation qu'on est en train d'adopter ne permet pas de toute façon d'aller vers un développement qui soit durable. Donc il faut en discuter aussi. Il faut changer notre mode de consommation. Et ça, de quoi on discute aujourd'hui ? Donc il faut un débat public sur ces questions-là. Et de quoi on discute aujourd'hui dans la société ? On ne discute absolument pas de ça. On discute des moyens pour qu'on continue comme avant. On discute d'institutions qu'il faut changer, certes d'instruments qu'il faut mettre en place, de technologies qu'il faut adopter, mais absolument pas de l'objectif. Absolument pas des modes de consommation qu'il faudrait transformer ou des préférences sociales sur lesquelles il faudrait peut-être se mettre un petit peu mieux d'accord. Donc, à l'infini, on pourra discuter des moyens. Mais si on n'est pas d'accord sur le but à atteindre avec les moyens, ça servira évidemment à rien. Alors, par rapport à ça, je pense que le débat entre durabilité faible et durabilité forte est un faux débat. C'est un faux débat si on le met en avant. En réalité, là encore, c'est prendre les modèles pour la réalité. Que disent les modèles de la durabilité faible, ce qu'on appelle la durabilité faible ? Alors, quand on vous délivre un discours académique là-dessus, on vous dit la durabilité faible, c'est la substituabilité. La durabilité forte, c'est les seuils à pas dépasser, les stocks de ressources à préserver et la complémentarité des ressources, etc. Bon, moi je dis, tout ça c'est très complémentaire. Ce que dit un modèle de durabilité faible, c'est pas que les ressources sont substituables, c'est que si on veut de la durabilité dans un modèle de ce type-là, il faut que les ressources soient substituables. Donc, et ça veut dire quoi que les ressources soient substituables ? Ça veut dire qu'il faut investir en gros dans le progrès technique. C'est ce que René Passet nous a dit ce matin. Quelles sont les grandes révolutions depuis que l'humanité est sur Terre ? C'est des substitutions d'énergie. Et les ressources sont pas substituables, évidemment qu'elles sont substituables. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien qu'elles le soient, parce qu'on ne sait pas très bien par quoi on va remplacer le pétrole, par quoi on va remplacer le gaz et par quoi on va remplacer le charbon dans les 300 ans qui vont venir. Mais s'il y a une solution, c'est il faut trouver alors, on sait, il y a le solaire, mais il n'y a pas les technologies. Le nucléaire, c'est très mauvais pour l'instant parce qu'il y a plein de déchets, donc on ne maîtrise pas non plus. L'éolien, bon, de toute façon, c'est 0,7% de la consommation mondiale, donc avant qu'on fasse des progrès pour faire voler des avions avec, il va peut-être falloir faire un petit peu de progrès. On ne sait pas bien stocker l'électricité, mais la substitution, c'est évidemment une solution. C'est la solution qui a été adoptée depuis que l'homme est sur Terre. Donc bien sûr qu'il faut de la substitution. Elle n'existe pas, mais il faut la faire. Il faut faire du progrès technique. Pour l'instant, on n'en prend pas vraiment moyen de chemin. Donc, c'est pas contre la substituabilité faible. La substituabilité faible vous dit, si vous faites du progrès technique, vous pourrez avoir une substitution et vous aurez réglé les problèmes. Elle a raison. Que dit la substituabilité forte ? Si vous avez des ressources épuisables et que vous les épuisez, vous en aurez plus. Si vous voulez la préserver, il faut en garder. Ah oui, d'accord.
C'est complémentaire, c'est pas du tout antagoniste. On peut être à la fois à penser qu'une substitution de ressources, c'est une nécessité et qu'il faut aller du côté du progrès technique, et à la fois qu'il faut préserver des ressources naturelles, des paysages à conserver, des dauphins à pouvoir contempler, etc., etc. Tout ça, c'est un débat secondaire sur les moyens. Mais si ce débat secondaire, il vient en premier, vous mettez la charrue avant les bœufs. Parce que si vous répondez pas au modèle que j'ai présenté là en disant oui, il faut changer de mode de consommation, oui, il faut discuter des préférences sociales, vous pouvez toujours discuter des moyens, ça servira strictement à rien. Et donc il faut remettre le débat à l'endroit. Et le débat à l'endroit, il est sur ça, il est sur quel mode de consommation on veut, et il est sur quelles sont les préférences sociales à partir desquelles on va décider du mode de consommation qu'on veut. Et à mon avis, c'est ça le message fondamental de ces modèles-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous rappellent ça de façon têtue. Vous pouvez toujours les tourner dans tous les sens, ils sont tellement abstraits qu'ils ne disent que ça. Donc vous pouvez toujours essayer de leur faire dire autre chose, ils ne diront pas autre chose. Donc du coup, vous pouvez très bien... Et c'est pas un débat d'experts, c'est pas un débat qui permet d'opposer des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que le modèle est tellement simple et tellement abstrait qu'il ne peut délivrer que ce message-là. Alors vous êtes d'accord avec le message ou pas? Si vous êtes d'accord, eh ben faut se mettre autour d'une table. Et autour d'une table, il y a 7 milliards d'experts qui peuvent discuter de ça. Et pas trois pelés. Et du coup, l'économiste, d'ailleurs, il est complètement en dehors du débat de ce point de vue-là. Il est dans le débat quand il vous explique ce qu'il y a dans le modèle. Bah, j'ai quasiment fini, donc c'est très bien. Il est dans le débat quand il vous explique le modèle, mais il ne sert qu'à vous rappeler que la réalité est têtue, point final. Et au-delà, il devient un citoyen comme les autres, et il participe comme les autres au débat public. Ce que je regrette, c'est que justement, il n'y a pas de débat public sur ces questions-là. Et ce que permet le modèle, c'est de dire, faites un débat public. Essayez, et c'est ces points-là sur lesquels il faut discuter. Alors, je dis pas que, après, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça va pas être compliqué, je dis même pas que c'est possible. J'en sais rien. Mais si en tout cas on ne commence pas par ça, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Donc commençons par se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie sur Terre, de faire qu'on n'y arrivera pas si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui, et essayons d'organiser ça sur une base la plus large possible. Bon, pour l'instant, c'est précisément pas ce qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, le développement durable, non seulement il n'existe pas, mais il n'est pas prêt d'exister. Et donc c'est ma conclusion.